Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale. Les Africains en général ne peuvent pas s'en sortir sans l'intervention de la France. Et maintenant qu'ils se rendent compte qu'il y a des pays, il y a un pays qui parvient à être souverain, à être le pôle, le corridor justement de son économie sans que la France ne puisse immiscer son petit doigt, son grain de sable dans cette souveraineté. Camarades, le Burkina Faso vient de poser encore un acte majeur de sa souveraineté. Une ligne rouge vient d'être franchie dans le Sahel et la secousse fait trembler les couloirs feutrés de la diplomatie internationale. Imaginez un État d'Afrique de l'Ouest, debout, qui décide de convoquer officiellement l'ambassadeur de l'Union européenne. Ce n'est pas un simple incident de parcours, c'est une déclaration de souveraineté absolue qui résonne comme un coup de tonnerre. Au cœur de ce bras de fer, des déclarations incendiaires venues d'Europe, des mots lourds prononcés par un parlementaire européen et ancien chef du renseignement militaire français, accusant le pouvoir en place de sombrer dans le chaos. Pour l'Occident, le verdict est tombé. Mais pour le peuple souverain, la coupe est pleine. C'est l'histoire d'une rupture définitive. Le récit d'un continent qui refuse qu'on écrive son histoire à sa place. Entre accusations de néocolonialisme, guerre d'influence avec la Russie et réalité de terrain, la tension est à son comble. La colère gronde et les masques tombent. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que les relations volent ainsi en éclats? Écoutez attentivement ces images, car elles révèlent le point de départ de ce séisme géopolitique. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez suivi les dernières actualités sur la résolution qui a été adoptée au Parlement européen, malheureusement sur le Burkina Faso. Naturellement, face à de tels agissements, nous avons tenu à convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui faire part de notre désapprobation, de notre déception et surtout du dégoût que cette résolution a suscité en nous. D'abord, en agissant ainsi, le Parlement européen a totalement violé le droit d'ingérence. Il a marché sur tout ce qu'il y a comme disposition sur le droit d'ingérence. Surtout que l'argument qui a été prononcé devant les députés est cousu d'informations totalement erronées. Locaux du ministère des Affaires étrangères, ce matin du 22 juin 2026, l'ambassadeur de l'Union européenne, Philippe Branchin, répond à la convocation d'urgence du chef de la diplomatie burkinabé. Sur la table des échanges, cette vidéo. Un député européen accuse le Burkina Faso de plusieurs faits mensongers. C'était aussi pour nous un signal de mépris dans la mesure où c'est en totale ignorance de ce qui se passe aujourd'hui comme effort. Notre pays se bat depuis longtemps pour faire face à l'insécurité. Aux côtés du Mali et du Niger, nous constituons cette digue que les 3 leaders essaient de garder, consolider pour protéger nos voisins du Sud, et de voir un parlementaire qui vient donner des chiffres erronés sur un pays qu'il n'a pas visité. Nous pensons qu'il a souillé la sacralité du Parlement européen en tenant de tels discours. Ce que vous venez d'entendre met en lumière une fracture idéologique que plus personne ne peut ignorer. D'un côté,
une vision occidentale drapée dans ses certitudes politiques. De l'autre, une jeunesse africaine et des États sahéliens déterminés à arracher les rênes de leur propre destin. La convocation de l'ambassadeur de l'Union européenne à Ouagadougou n'est pas une simple formalité administrative, c'est un acte de rupture psychologique. Les mots du général français et eurodéputé Christophe Gomard ont agi comme l'étincelle de trop sur un baril de poudre géopolitique qui s'est accumulé durant des décennies de frustration et de promesses non tenues. Pour comprendre la violence de ce choc symbolique, il faut plonger au cœur des faits. Lorsque l'Europe adopte sa résolution, elle pose un diagnostic implacable et condescendant. Elle parle de faillite dramatique de la junte militaire, d'isolement international croissant et de réduction méthodique des libertés fondamentales. Les rapports officiels occidentaux décrivent un Burkina Faso prétendument à genoux, affirmant que plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et que des millions de personnes déplacées survivent uniquement grâce à la perfusion de l'aide humanitaire internationale. Le narratif européen est clair. Sans l'ombre protectrice de Paris ou de Bruxelles, le Sahel est condamné à sombrer dans le chaos terroriste et le crime organisé, menaçant par effet de contagion les poumons économiques de la région comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin. Mais cette grille de lecture universelle se heurte aujourd'hui à un mur invisible mais infranchissable, la réalité vécue par les populations locales. Sur le continent, la perception de cette crise est radicalement inverse. Ce que les chancelleries européennes qualifient d'isolement, les citoyens de l'Alliance des États du Sahel le vivent comme une libération historique. Pour la rue africaine, parler d'isolement par rapport à la France ou à l'OTAN est un non-sens absolu, car l'Occident ne représente pas l'ensemble de la communauté internationale. Les couloirs économiques se réorganisent, de nouveaux accords commerciaux se nouent et les ports régionaux continuent d'échanger. La souveraineté n'est plus un concept théorique débattu dans les salons universitaires, elle est devenue une arme de reconstruction massive. La colère qui s'exprime face aux déclarations de l'ancien directeur du renseignement militaire français touche à la dignité même d'un peuple. Les observateurs et les voix fortes de cette nouvelle Afrique dénoncent ce qu'ils appellent un paternalisme aigu et une posture suprémaciste intolérable. L'idée reçue selon laquelle les Africains seraient incapables de gérer leur sécurité, leur économie ou leur gouvernance sans une intervention extérieure permanente suscite une immense vague de révolte. Les critiques locales comparent l'attitude de l'ancienne puissance coloniale à celle d'un partenaire toxique, incapable d'accepter une rupture et de concevoir que la vie puisse continuer et même prospérer sans sa présence. La réussite économique affichée par le Burkina Faso ces dernières années, malgré un contexte sécuritaire complexe, est brandie comme la preuve irréfutable que le pays peut tracer sa propre route. Le cœur du ressentiment repose également sur un immense sentiment d'hypocrisie internationale. Lorsque le débat s'ouvre sur les raisons profondes de l'instabilité actuelle du Sahel, les regards ne se tournent pas vers les défaillances des transitions actuelles, mais vers les erreurs stratégiques du passé. La mémoire collective africaine reste profondément marquée par l'intervention militaire en Libye en 2011, perçue comme le péché originel ayant ouvert la boîte de Pandore du terrorisme et de la prolifération des armes dans toute la bande sahélo-saharienne. Pour les populations meurtries par des années de conflits, voir les responsables de cette déstabilisation majeure venir aujourd'hui donner des leçons de paix et de droits de l'homme est une contradiction insupportable. Le contraste est saisissant entre le discours humanitaire de façade et la défense cynique d'intérêts géopolitiques et de ressources naturelles stratégiques. La question de l'efficacité militaire est elle-même au centre de toutes les disputes. Pendant plus de 10 ans, les forces armées étrangères, notamment l'opération française Barkhane, ont été déployées sur le terrain pour éradiquer la menace terroriste. Le bilan tiré par les populations locales est sans appel. Une décennie de présence pour un résultat jugé stérile, où la menace n'a fait que s'étendre. Cette frustration a nourri la conviction profonde que la sécurité d'une nation ne peut être sous-traitée à une armée étrangère, quelle qu'elle soit. Le changement de paradigme est total. Aujourd'hui, l'armée burkinabé est décrite par ses partisans comme étant infiniment mieux équipée, plus autonome et plus offensive qu'elle ne l'a jamais été sous les régimes précédents soumis aux agendas extérieurs. La liberté de mouvement, la capacité de frappe et la reprise en main de l'outil de défense nationale sont devenus les nouveaux symboles de la fierté retrouvée. Dans ce climat d'extrême tension, la guerre de l'information fait rage. Chaque rapport, chaque discours au Parlement européen est disséqué, analysé et immédiatement déconstruit par une communauté connectée qui refuse de se laisser imposer un récit unique. Les accusations de censure des libertés associatives et de la presse portées par l'Europe sont perçues comme une tentative désespérée de maintenir des canaux d'influence occidentaux à travers des ONG locales. Le partenariat stratégique naissant avec la Russie, tant décrié à Bruxelles, est quant à lui assumé à Ouagadougou comme un choix pragmatique de diversification des partenaires, fondé sur le respect mutuel et l'efficacité opérationnelle, plutôt que sur l'ingérence politique.
Alors que les deux blocs s'observent et s'affrontent par déclarations interposées, une question cruciale demeure. Jusqu'où cette escalade diplomatique peut-elle aller ? L'Afrique de l'Ouest est-elle en train de redessiner définitivement les contours des relations internationales ou assistons-nous aux prémices d'une déstabilisation encore plus profonde de la région ? Pour mesurer l'ampleur de cette confrontation intellectuelle et stratégique, il est indispensable de confronter les thèses en présence et d'analyser les arguments techniques avancés par les experts du dossier. Camarades, le Burkina Faso vient de poser encore un acte majeur de sa souveraineté. En effet, l'ambassadeur de l'Union européenne, Philippe Brochet, a été convoqué d'urgence par le gouvernement burkinabé. Il sera question de comprendre pourquoi le député européen, le général Christophe Gomard, a eu des propos grossiers envers le Burkina Faso. C'est inacceptable, c'est inadmissible, d'autant plus que est-ce que le général est un Burkinabé? Au lieu de s'occuper des questions, des innombrables préoccupations de l'Union européenne, c'est le Burkina Faso qui vous intéresse. Pourquoi? Tout en sachant lire derrière ces types de réactions, le Burkina Faso reste serein. Et donc, nous allons suivre la suite des événements. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le 22 juin 2026, le Burkina Faso a prononcé un mot devant l'Union européenne. Et ce mot résume 60 ans d'hypocrisie occidentale au Sahel. Parce que pendant que Bruxelles vote des résolutions pour donner des leçons de démocratie, personne ne parle de ce que l'OTAN a fait en Libye en 2011. Personne ne parle des milliards d'aides européennes qui ont disparu pendant 27 ans de régimes autoritaires cautionnés par Paris. Personne ne parle du fait que ce sont les armes abandonnées après l'intervention occidentales qui ont armé les terroristes qui frappent le Burkina aujourd'hui. Qui a vraiment déstabilisé le Sahel? Qui se permet aujourd'hui de juger ceux qui ramassent les morceaux? Et pourquoi ce geste du Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières dans toutes les capitales africaines qui regardent et qui tirent leurs propres conclusions? La réponse va vous surprendre. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Il dévoile ainsi dans un média français l'orientation qu'il veut de la politique française et européenne vis-à-vis des pays africains. Des propos d'une condescendance à nul autre pareil qui passe mal dans les opinions panafricanistes et souverainistes. Ce que ces analyses révèlent, c'est que le logiciel géopolitique traditionnel est totalement dépassé. La grille de lecture imposée depuis des décennies par les chancelleries occidentales s'effondre face à une réalité implacable, le réveil d'une conscience populaire qui refuse de transiger sur sa dignité. Ce conflit ne se joue plus seulement dans le secret des bureaux diplomatiques ou à travers des communiqués feutrés, il se dispute désormais sur le terrain de la légitimité populaire et de la souveraineté économique. La fracture est devenue systémique. Là où les institutions européennes brandissent des indices de gouvernance, des menaces de sanctions financières ou le spectre d'un isolement diplomatique, les populations sahéliennes répondent par des chiffres de production, des couloirs de commerce alternatifs et une reprise en main historique de leurs ressources stratégiques. Le cas du lithium malien ou de la réorganisation des routes marchandes à travers l'Afrique de l'Ouest démontre que le centre de gravité économique est en train de pivoter. L'accès à l'information, fluidifié par l'explosion des réseaux sociaux et des plateformes numériques, a totalement brisé le monopole du récit officiel. Désormais, chaque citoyen devient le gardien de sa propre histoire, capable de déconstruire instantanément ce qui est perçu comme de la propagande extérieure. C'est une véritable guerre des mondes qui se joue. D'un côté, une Europe vieillissante, accrochée à ses privilèges historiques et terrifiée par la perte de sa zone d'influence stratégique dans le Sahel, qu'elle considère comme son bouclier sécuritaire et son réservoir de matières premières. De l'autre, une jeunesse africaine, vibrante, connectée, décomplexée, qui n'a pas connu la colonisation directe, mais qui en subit encore les séquelles économiques et psychologiques. Cette génération ne demande plus l'autorisation de s'émanciper, elle l'impose. Le divorce n'est pas seulement politique, il est philosophique. Le concept même de partenariat international est en train d'être redéfini sur des bases de stricte égalité, rejetant définitivement les dynamiques infantilisantes du passé. Pourtant,
cette transition historique ne se fait pas sans heurts ni sans péril. La tension sur le terrain reste maximale. Les accusations croisées de manipulation, le poids de la crise humanitaire réelle ou supposée, et la restructuration des alliances militaires mondiales font du Sahel l'épicentre d'une nouvelle guerre froide globale. En choisissant de diversifier leurs partenaires et de s'affranchir des traités de défense traditionnels, les États de la région prennent des risques immenses, mais calculés. Ils font le pari que la liberté de choisir leurs alliés vaut tous les sacrifices, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine ou d'autres puissances émergentes. L'heure de la confrontation finale a sonné et les positions sont désormais irréconciliables. Le point de non-retour a été franchi et la suite de l'histoire s'écrit sous nos yeux, portée par un élan populaire que rien ne semble plus pouvoir arrêter. Regardez la virulence des échanges et l'intensité des réactions qui enflamment l'espace public mondial. Le Burkina Faso a eu raison de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne après les propos du général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. En effet, c'est le Parlement européen, l'une des institutions de l'Union européenne, qui a reçu sa motion avant de l'intégrer à la résolution commune adoptée le 18 juin 2026 et bien avant son discours. Dans cette motion, il critique le Burkina Faso en condamnant la dissolution des partis politiques, des ONG et des associations. Il appelle au rétablissement des libertés d'association, d'expression et de presse. Il ne regarde même pas son pays qui censure. Il critique le partenariat politique et militaire entre le Burkina Faso et la Russie. Il dénonce la fin de la coopération avec la France et l'Europe après Barkhane au profit de la Russie. Il dénonce le retrait de la CPI ainsi que la possible réintroduction de la peine de mort au Burkina. Il s'en prend à la Russie dans sa motion. Le général Gomard est associé à un appareil sécuritaire qui a été directement impliqué dans la stratégie française au Sahel, plus largement en Afrique. Il insiste sur le retour immédiat des ONG et des associations parce qu'il sait très bien que beaucoup servaient de couverture au renseignement, à l'influence et au relais d'agendas occidentaux. Ils savent que si l'AES parvient à se stabiliser sans eux, leur narratif s'effondre. Donc, ils n'ont aucun intérêt humanitaire au Sahel. Ils se moquent des peuples. Leur intérêt est avant tout stratégique, lié au contrôle de la région comme zone tampon. Et ces déclarations ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une dynamique qui prépare le terrain à des résolutions européennes, des sanctions, des gels d'avoirs ou encore un soutien discret à des oppositions internes ou à des groupes armés. Le Burkina Faso convoque l'ambassadeur de l'Union européenne et lui transmet un message pour donner à l'Union européenne. La famille, je vais vous laisser écouter ce que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a dit. L'ambassadeur de l'Union européenne convoqué à Ouagadougou par les autorités burkinabées après les bavardages de ce ex-général devenu député au Parlement de l'Union européenne. Voilà quelqu'un qui pense qu'il a toujours affaire à ces Africains des années 2000. Il ne sait pas que ces Africains à qui il s'adresse aujourd'hui là, ils sont au courant de l'importance de l'uranium, du lithium, du pétrole et de l'or. Lui, il pense que c'est à les Africains des années 2000 là. Il pense que c'est à eux qui s'adresse. Alors, l'ambassadeur a été convoqué par les autorités burkinabées pour lui faire savoir les mécontentements des autorités burkinabées. Mais moi, j'aurais aimé en tout cas que Bassolma Bazié soit présent pour parler à ce monsieur. Parce que si Bassolma Bazié était présent pour parler à cet ambassadeur, je pense que le message allait très bien passer. Je pense que l'État français ne s'est pas remis et n'est pas prêt de se remettre de ce gouvernement politique. On en est au point où la France invente des faits qui ne sont pas avérés pour légitimer leur présence au Burkina Faso, pour soutenir le fait que les Burkinabés ont nécessairement besoin de leur présence. Ils pensent être tellement indispensables. C'est-à-dire que dans le subconscient du politicien, du suprémaciste français, les Burkinabés en particulier et les Africains en général ne peuvent pas s'en sortir sans l'intervention de la France. Les images et les témoignages que vous venez de voir ne laissent aucune place au doute. Nous assistons en direct à la naissance d'une nouvelle Afrique. Ce n'est plus une simple contestation passagère, c'est un séisme civilisationnel.
Les dynamiques paternalistes du passé, où les décisions cruciales pour l'avenir des peuples africains se prenaient à des milliers de kilomètres dans les capitales européennes, sont définitivement révolues. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont tracé une ligne claire dans le sable du Sahel, rappelant au monde entier que la paix, la sécurité et le développement ne s'exportent pas sous perfusion étrangère, mais se construisent de l'intérieur, par la force et la volonté de leurs propres citoyens. Cette crise diplomatique majeure aura eu le mérite de clarifier les positions. Elle a mis en lumière l'urgence absolue pour le continent de compter sur ses propres ressources, de valoriser son immense potentiel et de bâtir des partenariats stratégiques fondés sur un respect mutuel strict, sans ingérence ni condescendance. La route vers une souveraineté totale est certes semée d'embûches, de pressions internationales et de défis sécuritaires colossaux, mais la détermination de la jeunesse africaine et le changement profond des mentalités indiquent que le chemin du retour en arrière n'existe plus. L'Afrique avance, unie et consciente de sa force, prête à occuper la place qui lui revient de droit sur la scène internationale. Mais alors que les cartes géopolitiques mondiales sont entièrement rebattues, une question fondamentale se pose pour l'avenir. Les institutions internationales et les anciennes puissances parviendront-elles enfin à accepter cette nouvelle réalité ? Ou assisterons-nous à un durcissement des stratégies de déstabilisation pour tenter de maintenir un ordre révolu? Qu'en pensez-vous? Votre avis est essentiel. Partagez vos analyses en commentaire et engagez le débat. Pour continuer à suivre de près ces bouleversements historiques et soutenir une information libre, souveraine et ancrée dans les réalités du continent, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et partagez massivement cette vidéo autour de vous. Notre voix et notre force. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain rapport.